Ray Bradbury, nouvelle. Un coup de tonnerre. Lu par Féodor Atkin. L'inscription paraissait onduler sous les yeux de Eccles, comme si une pellicule d'eau chaude avait été en train de couler le long du mur en permanence. Il ferma les yeux et vit le message continuer à s'afficher en lettres de feu sur l'écran obscur de ses paupières. Chrono Safari SA, Safari dans le passé, toutes époques. Vous nous dites le nom de l'animal, on vous emmène, et à vous de jouer. Et qu'elle se sentit un mucus tiède lui envahir le fond de la gorge. Il toussa et cracha. Plissant les joues en guise de sourire, pour la forme, il tendit d'un geste lent un chèque de $10 000 à l'homme de l'accueil. « Votre safari, c'est garanti qu'on en revient vivant ?» « Nous ne garantissons rien du tout, » répondit l'employé, « à part les dinosaures. Ça, c'est garanti. » Il se retourna. « Je vous présente Monsieur Trévis, votre guide dans le passé. Il vous dira sur quoi tirer et où tirer. S'il vous dit « on ne tire pas », on ne tire pas. Si vous enfreignez les instructions, vous encourez une amende sévère équivalente au montant de votre inscription, soit en l'occurrence $10 000, ainsi que d'éventuelles poursuites au pénal de la part du gouvernement à votre retour. » Et qu'elle se jeta un regard en direction de l'amas bourdonnant et ophidien de câbles et de boîtes métalliques, sur cette aurore artificielle tantôt orange, tantôt argentée, tantôt bleue, qui encombrait tout le fond de la salle. L'ensemble émettait un crépitement continu, un peu comme un feu de joie dans lequel on aurait décidé de jeter, une fois pour toutes, le temps, le poids des ans, tous les vieux calendriers et les heures accumulées. Et qu'elle se remémora la publicité qu'on lui avait envoyée à réception de sa lettre. De l'ombre et du silence, de la poussière de l'oubli, pareil à des salamandres dorées, les vertes années, les années de jadis, renaissant de leurs cendres, allaient pouvoir rejaillir. Les roses du passé pourraient embaumer à nouveau, les cheveux blancs redevenir d'un noir de jais, les rides s'effacer, tous et tout retourner à l'origine, fuir la mort à reculons, retrouver le commencement. Les soleils pourraient se lever à l'ouest et connaître à l'est de glorieux couchers. Les lunes pourraient croître et décroître à l'inverse de l'ordinaire. Toute chose contiendrait toute chose comme des poupées gigognes. Les lapins pourraient rentrer dans les chapeaux. Tous et tout pourrait revenir en arrière, passer du néant qui suit la mort à l'instant même du décès, puis à l'instant qui l'a précédé, retourner à la vie, vers le temps d'avant les commencements. Il suffisait d'effleurer la machine. Quand même, c'est pas rien, souffla Eccles, son visage mince éclairé par la machine. Une vraie machine à voyager dans le temps. Il hocha la tête. Mais au fait, j'y pense. Si hier les élections avaient mal tourné, en fait, je serais ici pour fuir les conséquences des résultats, à l'heure qu'il est. Heureusement, c'est Keith qui a gagné. Ça fera un bon président des États-Unis. Oui, approuva l'homme derrière le guichet. On l'a échappé belle. Si Dutcher avait gagné, on était bon pour la pire des dictatures. Des tas de gens sont venus nous voir ici, pour rire, soi-disant, mais c'était sérieux dans le fond. Ils disaient que si Dutcher devenait président, ils aimeraient mieux aller vivre en 1492. Évidemment, l'exil politique, c'est pas trop notre rayon à la base. Nous, on fait dans le safari. De toute façon, c'est Keith qui a été élu. Tout ce dont vous avez à vous préoccuper aujourd'hui, c'est de descendre mon dinosaure, conclut Eccles à sa place. Un Tyrannosaurus Rex, le saurien tonnerre, le plus terrible monstre de l'histoire. Signez ce papier. Quoi qu'il arrive, nous ne sommes pas responsables. Les dinosaures, ça a tout le temps faim, vous savez. Eccles s'empourpra, visiblement fâché. Là, vous essayez de me faire peur. Honnêtement? Ouais. On veut pas de quelqu'un qui se mette à paniquer au premier coup de fusil. On a eu 6 guides de tués l'année dernière et une douzaine de chasseurs.
On est là pour vous flanquer l'émotion de votre vie, celle qu'un vrai chasseur rêve de connaître, pour vous emmener 60 millions d'années en arrière, pour vous offrir la plus extraordinaire partie de chasse de tous les temps. Votre chèque est encore là. Vous pouvez le déchirer. Eccles considéra longuement son chèque, ses doigts tressaillirent. « Bonne chance, » dit l'homme derrière son guichet. « Monsieur Trévis, il est à vous. » Ils prirent leurs fusils et traversèrent la pièce sans un mot en direction de la masse argentée et lumineuse qui les attendait en bourdonnant. Jour, nuit, 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 une semaine, un mois, un an, 10 ans, 2055 après Jésus-Christ, 2019, 1999, 1957. Ça y est, ils étaient partis. La machine vrombissait. Ils mirent leur masque à oxygène et vérifièrent l'interphone. Eccles, secoué sur son siège rembourré, avait le visage tout pâle, la mâchoire contractée. Il sentait les trépidations jusque dans ses bras, et en baissant les yeux, il vit qu'il avait les mains crispées sur son nouveau fusil. Il y avait 4 hommes avec lui dans la machine. Trévis, leur guide, chef de l'expédition, son aide, l'Espérance, et 2 autres chasseurs, Billings et Kramer. Ils se regardaient les uns les autres, tandis qu'autour d'eux, les années passaient les unes après les autres dans un déluge de lumière. Eccles s'entendit dire « Est-ce qu'au moins on peut tuer un dinosaure avec ça ?» Trévis lui répondit par le micro de son casque « À condition de viser juste. Certains dinosaures ont 2 cerveaux, un dans la tête et l'autre loin derrière, dans la colonne vertébrale. Ceux-là, on les évite, on préfère pas tenter le diable non plus. Sinon, les autres, vous tirez une fois dans chaque œil, histoire de les aveugler, si vous y arrivez, puis après, vous vous occupez du cerveau. » La machine hurlait. Le temps ressemblait à un film déroulé à l'envers. Des soleils innombrables couraient dans le ciel, poursuivis par 10 millions de lunes. La machine ralentit. Le vacarme assourdissant se transforma en un murmure presque inaudible. La machine s'arrêta. Le soleil se figea dans le ciel. Le brouillard qui entourait jusqu'ici la machine se dispersa, et ils se retrouvèrent à l'aube des temps. 3 chasseurs et 2 guides, avec leurs fusils d'acier bleutés posés sur leurs genoux. « Le Christ n'est pas encore né, » dit Trévis. Moïse n'est pas encore monté sur la montagne pour parler avec Dieu. Les pyramides sont encore des pierres. Dans les carrières, elles attendent qu'on vienne les tailler et qu'on les construise. Vous vous rendez compte? Alexandre, César, Napoléon, Hitler, aucun d'eux n'existe. D'un signe de tête, les hommes approuvèrent. « Regardez !» ajouta Trévis en soulignant ses paroles d'un geste ample. « Voici la jungle de l'an 6 2055 avant le président Kiff. » Il désigna ensuite une passerelle métallique qui traversait les marais fumants de vapeur et disparaissait dans un fouillis de fougères arborescentes et de palmiers. « Et ça, dit-il, c'est la passerelle installée à votre intention par Chrono Safari. Elle flotte en permanence à 15 cm au-dessus du sol. Elle ne touche ni fleurs, ni arbres, ni même un brin d'herbe. Elle a été construite avec un métal antigravité. Le but, c'est de vous empêcher de toucher à quoi que ce soit dans le passé. Restez sur la passerelle, ne descendez pas. Je répète, ne descendez pas. Sous aucun prétexte. Si vous tombez, vous aurez une amende. Et ne tirez sur aucun animal, sauf si on vous dit que c'est bon. » « Pourquoi ?» demanda Eccles. « On ne veut pas changer le futur. À la base, on n'a rien à faire ici dans le passé. Le gouvernement aime pas nous savoir ici. Il faut qu'on paye des sacrés pots de vin pour garder notre autorisation.
Une machine à explorer le temps, c'est pas de la rigolade à manœuvrer. Ça peut être sacrément dangereux. Sans le savoir, on pourrait tuer un animal important, un petit oiseau, un cafard, une fleur même, et détruire du même coup un chaînon important d'une espèce à venir. C'est pas très clair tout ça, dit Eccles. Bon, poursuivit Travis. Disons que par accident, on tue une souris ici. Ça signifie qu'on tue en même temps tous les futurs descendants de cette souris. Jusque-là, ça va. Ça va. Et tous les descendants des descendants des descendants de cette souris aussi, par le fait. D'un coup de pied, sans le faire exprès, vous faites disparaître une, puis une douzaine, puis un millier, puis un million de futures souris. Bon, d'accord, elles sont toutes mortes, approuva Eccles. Et après? Et après? Travis renifla d'un air méprisant, l'air sûr de lui. Eh ben, qu'est-ce qui va arriver aux renards qui ont besoin de ces souris pour vivre? Privé de la nourriture que représentent 10 souris, un renard meurt de faim. Privé de la nourriture que représentent 10 renards, un lion meurt de faim. Un lion de moins et toutes sortes d'insectes, des aigles, des millions d'êtres minuscules sont voués à la destruction, au chaos. Et voilà ce qui pourrait arriver 55 millions d'années après. Un homme des cavernes, alors qu'ils sont peut-être une douzaine dans le monde entier, va chasser pour se nourrir un sanglier ou un tigre. Mais vous, mon vieux, vous avez détruit tous les tigres de cette région en tuant une souris. Et l'homme des cavernes meurt de faim. Et cet homme des cavernes-là, c'est pas n'importe qui. Alors là, non. Il représente toute une nation à venir. Du fruit de ses amours aurait pu naître 10 fils, et ils auraient eu à leur tour une centaine de fils à eux tous. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'une civilisation naisse. Vous marchez sur une souris et vous laissez votre empreinte dans l'histoire pour l'éternité. Alors faites attention, restez sur la passerelle, ne descendez jamais. Je vois, répondit Eccles. Alors, aller toucher ne serait-ce que de l'herbe, ce serait pas bon pour nous, en fin de compte. Tout à fait. Évidemment, il se peut que notre théorie soit fausse, allez savoir. Peut-être que nous n'avons aucun pouvoir sur le temps, ou peut-être que le changement qu'on provoquerait n'aurait lieu que dans des proportions infinitésimales, indétectables. Une souris morte ici peut provoquer ailleurs un changement dans le nombre d'insectes et provoquer un déséquilibre dans les populations à venir, une mauvaise récolte un de ces jours, dans très longtemps, un déficit économique, une famine, et finalement changer une société de fond en comble à l'autre bout du monde. Ou bien, tout simplement provoquer un changement tellement subtil que finalement, il sera presque sans conséquence. Un souffle d'air plus doux, un murmure, un rien, du pollen égaré dans l'air, une différence si légère, si petite, qu'on ne pourrait s'en apercevoir à moins d'avoir le nez dessus. Allez savoir. Qui peut sérieusement se vanter de le savoir? Nous, en tout cas, on n'en sait rien. On en est réduit à faire des hypothèses. Mais tant que nous nageons dans l'incertitude, que nous ne sommes pas capables de dire si notre incursion dans le temps peut provoquer une tempête ou simplement un léger frémissement, il faut rester prudent. Et pas qu'un peu. La machine, la passerelle, vos habits, tout a été stérilisé. Votre peau a été désinfectée avant le départ. Si on porte ces masques à oxygène, c'est pour qu'aucune des bactéries que nous pourrions transporter ne risque de venir infecter le passé. Mais alors, comment savoir sur quels animaux on peut tirer? Ils ont été marqués à la peinture rouge, répondit Travis. Aujourd'hui, avant notre départ, nous avons fait venir l'Espérance ici, avec la machine. Il nous a précédés dans le passé, et il a suivi à la trace quelques-uns des animaux. Vous voulez dire qu'il les a étudiés? Tout à fait, approuva l'Espérance. Je les suis tout au long de leur existence. Ils ne vivent pas très vieux en général, de toute façon. Quand j'en trouve un qui va être écrasé par un arbre, ou qui va se noyer dans une mare de goudron, je note l'heure exacte, la minute, la seconde. Je lui tire dessus avec une cartouche de peinture. Ça laisse une grosse tache sur sa peau. Impossible de ne pas la voir. Puis je calcule le moment de notre arrivée dans le passé pour que nous rencontrions le monstre 2 minutes à peine avant l'heure où de toute façon il doit mourir. Comme ça,
Nous tuons seulement des animaux déjà condamnés qui ne devaient plus se reproduire. Vous voyez jusqu'où on pousse la prudence ? Mais si vous avez remonté le temps jusqu'à ce matin, répliqua Eccles en se prenant au jeu, nous nous sommes forcément rencontrés quelque part. Vous avez dû nous rentrer dedans. Comment est-ce que ça a tourné alors pour nous, hein ? Vous devez le savoir, notre safari s'est bien passé. Nous avons réussi à nous en tirer tous indemnes. Travis et l'Espérance échangèrent un regard. Ça, ce serait un paradoxe temporel, dit le second. Le temps ne permet pas que les choses s'embrouillent à ce point-là, qu'un homme arrive à se rencontrer lui-même. Quand des possibilités comme celle-ci se présentent, le temps fait un écart sur lui-même, comme un avion qui s'écarte de sa trajectoire en rencontrant une poche d'air. Vous avez dû sentir la machine faire un bond, juste au moment où elle allait s'arrêter. Eh bien, c'était nous, quand nous nous sommes croisés sur le chemin du retour. Nous n'avons rien vu, il nous serait impossible de dire si notre expédition a été un succès, si nous avons réussi à tuer notre monstre, ou si nous avons tous réussi, je pense tout particulièrement à vous, monsieur Eccles, à nous en tirer vivants. Eccles sourit sans enthousiasme. « Bon, assez discuté de tout ça, » coupa Travis. « Tout le monde debout. » Ils étaient prêts à sortir de la machine. La jungle était partout, énorme, immense. Le monde pour eux n'était plus qu'une jungle interminable, éternelle. Des bruits s'entrecroisaient dans le ciel, presque de la musique par instant, comme de la toile de tente qui aurait claqué en cadence. C'étaient des ptérodactyles s'élevant sur leurs grandes ailes grises, chauves-souris gigantesques échappées d'une nuit de délire et de cauchemar. L'Espérance regarda son bracelet-montre. « Préparez-vous. Nous allons croiser sa route dans 60 secondes. Et surtout, faites bien attention à la peinture rouge. Ne tirez pas avant qu'on vous fasse signe. Restez sur la passerelle. Restez sur la passerelle. » Ils avancèrent dans le vent du matin. « C'est bizarre quand même, » murmura Eccles. À 60 millions d'années d'ici, le jour des élections présidentielles est passé. Keith est président, les gens font la fête. Et nous, on est là, perdus au fin fond des millions d'années, et c'est comme s'il n'existait pas. Toutes ces choses pour lesquelles on s'est fait du souci pendant des mois, pendant toute une vie, parfois. Elles sont pas encore nées. Personne n'y pense encore. « Enlevez le cran de sûreté, tout le monde », commanda Travis. Eccles, vous tirez en premier. Ensuite Billings. Ensuite Kramer. J'ai déjà chassé des tigres, des sangliers, des buffles, des éléphants, mais cette fois, c'est vraiment le grand jour, s'exclama Eccles. Je suis excité comme un gamin. Ah, fit Travis. Ils s'arrêtèrent. Travis leva la main. Devant nous, chuchota-t-il. Dans le brouillard. Il est là. Sa Majesté, le Tyrannosaurus Rex. La jungle immense était pleine de gazouillements, de bruissements, de murmures, de soupirs. Et soudain, plus un bruit, comme si quelqu'un avait claqué une porte. Le silence. Puis un coup de tonnerre. Sortant du brouillard à une centaine de mètres, Tyrannosaurus Rex s'avançait. « Bon Dieu !» murmura Eccles. « Chut !» Ses membres postérieurs, énormes et puissants, le propulsaient sans effort apparent en direction de la passerelle. Il dépassait d'une dizaine de mètres la plupart des arbres, gigantesque divinité maléfique, portant ses pattes de devant, fines comme des mains d'horloger, repliées contre sa poitrine luisante de reptile. Chacun de ces mollets, véritables pistons de chair, renfermait 500 kilos d'os blancs enserrés dans un réseau de muscles puissants, le tout recouvert d'une peau râpeuse et brillante qui évoquait la cotte de mailles d'un terrible guerrier.
La bouche béante laissait voir une rangée de dents acérées comme des poignards. L'animal roulait des yeux grands comme des œufs d'autruche, parfaitement inexpressifs, à l'exception d'une faim insatiable. Il referma sa mâchoire avec une grimace de mort. « Bon Dieu !» s'exclama Eccles, la bouche tordue par un rictus. « S'il voulait, il pourrait attraper la lune. »« Chut !» fit Trévis, furieux. « Il nous a pas encore vus. »« On peut pas le tuer. » répondit Eccles avec la plus parfaite assurance, comme s'il énonçait là une vérité incontournable, indéniable, absolue. Après examen des faits, il venait de rendre son verdict. Il avait l'impression de tenir dans ses mains non plus un fusil, mais un jouet d'enfant. « On n'aurait pas dû venir. C'était n'importe quoi, c'est impossible. »« Taisez-vous » souffla Trévis. « C'est un cauchemar. »« Faites demi-tour » lui ordonna Trévis. « Retournez à la machine en marchant tout doucement, sans faire de bruit. On vous remboursera la moitié de votre billet. »« J'aurais jamais pensé qu'il serait aussi grand que ça, » dit Eccles. Je me suis trompé, c'est tout. Je veux sortir maintenant. Il nous voit. Il a la peinture rouge sur la poitrine. Le sourire Tonnerre se redressa. Son corps, énarmuré d'écailles, brillait de 1000 reflets verts, métalliques. Dans les replis de sa peau, la boue gluante fumait et une multitude de petits insectes y grouillaient en permanence, de sorte que le corps tout entier semblait bouger et onduler même quand le monstre restait immobile. Il souffla. Une odeur insoutenable de viande pourrie se répandit à travers la jungle. « Sortez-moi de là !» s'écria Eccles. « C'était pas comme ça. Ça a jamais été comme ça. Je savais toujours que je m'en sortirais vivant. J'avais des bons guides, c'était des vrais safaris, ça risquait rien. Cette fois-ci, je me suis trompé, c'est pas ce que je pensais. C'est trop pour moi, je suis pas à la hauteur. Ne courez pas, faites demi-tour, cachez-vous dans la machine. » Eccles semblait comme hébété. Il regardait ses pieds comme s'il refusait de lui obéir. Il poussa un grognement d'impuissance. « Eccles !» Il se mit à marcher d'un pas hésitant, le regard éperdu. « Pas par là !» Le monstre, dès qu'il les vit bouger, se jeta en avant en poussant un cri terrible. En 4 secondes, il couvrit une centaine de mètres. Les hommes visèrent aussitôt et firent feu. Une tornade jaillit de la gueule du monstre, les plongeant dans une puanteur de bave et de sang décomposé. Le monstre rugit, ses dents étincelant au soleil. Eccles, sans se retourner, continua à tituber comme un aveugle et finit par atteindre le bord de la passerelle. Traînant son fusil, il descendit de la passerelle et marcha sans même s'en rendre compte dans la jungle. Ses pieds s'enfonçaient dans la mousse verte. Il se laissait porter par ses propres pas. Il se sentait seul au monde, comme coupé des événements qui se déroulaient au même instant derrière lui. On entendit de nouveau le craquement sec des coups de fusil. Le bruit se perdit aussitôt dans le vacarme de tonnerre que faisait le monstre. Tel un gigantesque levier, la queue du reptile se mit à fendre l'air dans toutes les directions, balayant tout sur son passage. Les arbres explosaient en nuages de feuilles et de branches. Le monstre tendit ses petites mains d'orfèvre comme pour s'emparer délicatement des hommes, les tordre à les casser en deux, les écraser comme des fruits mûrs, les précipiter entre ses mâchoires et les engloutir dans sa gorge hurlante. Ses yeux globuleux étaient à présent au niveau des hommes. Ils se virent dedans. Ils firent feu sur les paupières métalliques, sur l'iris d'un noir luisant. Comme une idole de pierre, comme une avalanche de rochers, le tyrannosaure s'écroula dans un bruit de tonnerre, déracinant les arbres auxquels il s'accrochait dans sa chute, arrachant et tordant au passage la passerelle d'acier. Les hommes battirent précipitamment en retraite. 10 tonnes de chair froide et d'os durs comme pierre vinrent s'abattre sur le sol. Les fusils crépitèrent. Le monstre balaya la terre de sa queue caparaçonnée d'écailles, entr'ouvrit convulsivement ses mâchoires de reptile et retomba, inerte. Un geyser de sang se mit à gicler de son gosier. À l'intérieur de son corps, quelque part, une poche de fluide se rompit et un flot de vomissures à l'odeur insupportable vint inonder les chasseurs. Ils restèrent immobiles, luisants de sang. Le tonnerre avait cessé, la jungle était silencieuse. Après l'avalanche, la paix verte.
la paix végétale. Après le cauchemar, le matin. Billings et Kramer étaient assis sur la passerelle. Ils vomissaient. Travis et l'Espérance, debout, leur carabine encore fumante, juraient tant qu'ils pouvaient. Et Kells gisait dans la machine, face contre terre, le corps agité de frissons. Il avait fini par retrouver le chemin de la passerelle et était parvenu à monter dans la machine. Le monstre gisait, montagne de chair compacte. À l'intérieur, on pouvait entendre des soupirs et des murmures pendant que le grand corps achevait de mourir. Les organes s'enrayaient, des poches de liquide achevaient de se déverser dans des cavités. Tout finissait par se calmer, par s'éteindre à jamais. On entendit alors un terrible craquement. Tout en haut d'un arbre gigantesque, une branche énorme se cassa, tomba. Elle s'écrasa sur la bête morte. Et voilà. L'Espérance consulta sa montre. Juste à temps. C'est le gros arbre qui était destiné dès le début à tomber et à tuer l'animal. Il regarda les deux chasseurs. « Vous voulez la photo souvenir avec le trophée ?»« Quoi ?» Les deux hommes essayèrent de rassembler leurs esprits, mais ils renoncèrent, secouant la tête. Ils se laissèrent conduire le long de la passerelle. Ils s'affalèrent lourdement sur les coussins de la machine. Ils jetèrent encore un regard sur le monstre déchu, la masse inerte, l'armure fumante à laquelle s'attaquaient déjà d'étranges oiseaux reptiliens et des insectes dorés. Un bruit sur le sol de la machine les fit sursauter. Eccles s'était assis. Il tremblait. Je suis désolé, finit-il par dire. « Debout !» lui cria Travis. Eccles se leva. « Tu sors sur la passerelle, seul !» Travis le menaçait de son fusil. « Tu reviendras pas avec nous dans la machine, on va te laisser ici. » L'Espérance saisit le bras de Travis. « Attends, te mêle pas de ça !» Travis lui fit lâcher prise. « Ce fils de pute a failli nous faire tuer. Mais si c'était que ça, regarde ses chaussures. Mais regarde-les, bon Dieu, il est descendu de la passerelle. Bordel, mais c'est foutu, on est ruiné. J'ose même pas imaginer l'amende. L'assurance va nous demander des dizaines de milliers de dollars. Nous garantissons que personne ne quitte la passerelle, et lui, c'est ce qu'il a fait, cet abruti. Faudra que je fasse un rapport au gouvernement, je peux pas faire autrement. Et si ça se trouve, ils vont nous supprimer notre licence. Fini l'agence de voyage. Va savoir ce qu'il a fait au temps, à l'histoire. T'affole pas, il a juste marché dans la boue. Qu'est-ce qu'on en sait? S'écria Travis. Hein? Mais qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien du tout. On sait rien de rien. Sors de là, Eccles. Eccles fouilla dans les poches de sa chemise. Je vous donnerai ce que vous voulez. 100 000 dollars. Travis jeta un regard méprisant vers le chéquier d'Eccles et cracha par terre. Sors! Le monstre est tombé assez près de la passerelle. Va mettre tes bras dans sa gueule jusqu'au coude. Après, tu pourras revenir avec nous. C'est n'importe quoi. Il est mort, pauvre trouillard. Les balles. On peut pas partir en laissant les balles, elles appartiennent pas au passé. Elles pourraient changer quelque chose. Tiens, prends mon couteau. Va les récupérer. Il revint en frissonnant 5 minutes plus tard, ses bras trempés, couverts de sang jusqu'au coude. Il tendit les mains, elles étaient pleines de balles d'acier. Puis il s'écroula. Il resta sans mouvement là où il était tombé. « T'avais vraiment besoin de lui faire ça ?» demanda l'Espérance. « Ah non, c'est un peu tôt pour le dire. » Travis poussa légèrement le corps étendu. « Il survivra, et une autre fois il choisira un autre gibier. Bon, allez. » Il tendit le pouce à l'Espérance d'un geste là. « Allume, on rentre. » (1492) 1776 1812. Il se
lavèrent les mains et le visage. Ils changèrent leurs chemises et leurs pantalons tachés de sang caillé. Eccles, revenu à lui, se tenait debout sans dire un mot. Travis le regarda fixement pendant 10 bonnes minutes. « Me regardez pas comme ça !» s'écria Eccles. « J'ai rien fait. »« Qu'est-ce qu'on en sait ?»« Je suis descendu de la passerelle, c'est tout. Et j'ai un peu de boue sur mes chaussures. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Que je me mette à genoux et que je me mette à prier? On va peut-être en avoir besoin. Je te préviens, Eccles, je pourrais encore te tuer. Mon fusil est chargé, j'ai plus qu'à tirer. Mais je suis innocent, j'ai rien fait. 1999, 2000, 2055. La machine s'arrêta. « Sortez !» dit Travis. La salle était bien là où elle était lorsqu'ils étaient partis, mais ce n'était plus la même que lorsqu'ils étaient partis. L'homme était bien assis à l'accueil, mais ce n'était plus tout à fait le même non plus. Travis jeta un regard rapide autour de lui. « Ça va ?» lança-t-il. « Tout va bien. Bon retour. » Travis n'arrivait pas à se détendre. Il semblait vouloir examiner l'air de la pièce atome par atome, analyser la façon dont les rayons de soleil pénétraient à travers la grande fenêtre, la seule et unique qui éclairait la salle. « Bon, allez, Eccles, ça va comme ça, foutez-moi le camp, et revenez jamais. » Eccles était incapable de bouger. « Qu'est-ce que vous regardez comme ça à la fin ?» Eccles restait là à humer l'air de la pièce. Et dans l'air, il sentit qu'il y avait quelque chose de chimique, une trace infime, si subtile, si légère que ses sens en alerte ne l'en avertirent qu'à un niveau subliminal. Les couleurs, le blanc, le gris, le bleu, l'orange, des murs, des meubles, du ciel derrière les vitres, étaient... On sentait quelque chose dans l'air. Son corps, ses mains étaient parcourus de frissons nerveux. Par tous les pores de sa peau, il sentait cette chose étrange. Quelqu'un, quelque part, venait de hurler un avertissement. Non, siffler plutôt, un de ces sifflements que seuls les chiens sont capables d'entendre. Et son corps tout entier se mit à hurler en silence, en réponse à ce sifflement. Au-delà de cette pièce, derrière ce mur, derrière cet homme qui n'était pas tout à fait le même homme, assis derrière ce bureau qui n'était pas tout à fait le même bureau, il y avait tout un monde, avec des rues, des gens. Impossible de dire à quoi pouvait bien ressembler ce monde. Il les sentait bouger, tous ces gens, là, derrière les murs, comme les pièces d'un jeu d'échecs emportées par le vent. Mais ce qu'il remarqua en premier, ce fut l'inscription peinte sur le mur, cette même inscription qu'il avait lue un peu plus tôt dans la journée lorsqu'il avait pénétré pour la première fois dans ce bureau. Et d'une manière ou d'une autre, elle avait changé. Chronosapharie ça, Safari dans le passé, tout d'époque. Vous nous dites le nom de l'animal, on vous l'emmène, et à vous de jouer. Eccles se sentit tomber dans un fauteuil. Comme un fou, il se mit à triturer la boue épaisse qui collait à ses chaussures. Il tendit en tremblant une motte de terre. « Non, ça peut pas être ça. Pas une petite chose comme ça. Non. » Incrusté dans la boue, il y avait un magnifique papillon dont les ailes jetaient des reflets verts, noirs et or. Et il était tout ce qu'il y a de plus mort. « Pas une toute petite chose comme ça, voyons. Pas un papillon !» cria Eccles. Il laissa tomber la petite chose, la jolie petite chose fragile et délicate. Une petite chose qui pouvait suffire à rompre l'équilibre, à renverser une rangée de petits dominos, qui à leur tour iraient renverser une rangée de dominos plus grands, qui à leur tour iraient renverser une rangée de dominos encore plus grands, année après année, jusqu'à la fin des temps.
Eccles sentit le vertige le gagner. Non, ça pouvait pas changer les choses à ce point-là. Tuer un papillon, ça pouvait pas avoir des conséquences pareilles. Si. Il avait les joues glacées. Les lèvres tremblantes, il demanda « Qui est-ce qui a gagné la présidentielle hier ?» L'homme qui était à l'accueil éclata de rire. « Vous rigolez ou quoi ? Vous le savez bien, c'est Dutcher, bien sûr. Qui voulez-vous que ce soit ? Pas cette lopette de Keith, en tout cas. Maintenant, au moins, on a quelqu'un qui en a dans le ventre. Un homme, un vrai, nom de Dieu. » L'employé s'arrêta. « Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il va pas ?» Eccles poussa un gémissement et tomba à genoux. Les mains agitées de tremblements convulsifs, il tentait d'attraper le papillon doré entre ses doigts. On pourrait pas. Il se mit à supplier le monde entier, les employés, la machine, en essayant de se convaincre lui-même. On pourrait pas le ramener, le faire revivre. On pourrait pas recommencer. On pourrait... Il ne bougea pas. Les yeux fermés, il attendit. Le corps parcouru de frissons. Il entendit le souffle lourd de Trévis. Il l'entendit prendre son fusil, lever le cran de sûreté et épauler. Il y eut un coup de tonnerre. L'assassin. Lu par Christophe Brault. La musique l'accompagnait tout au long des grands couloirs blancs. Il passa devant une porte de bureau, on entendait la valse de la veuve joyeuse. Une autre porte, prélude à l'après-midi d'un faune. Une troisième, embrasse-moi encore. Il prit un couloir à angle droit. La danse du sabre le submergea dans un fracas de cymbales, de tambours, de pots et de casseroles, de couteaux et de fourchettes, de coups de tonnerre et d'éclairs sur plaques de tôle, pour cesser aussitôt lorsqu'il s'engouffra dans un vestibule où une secrétaire était assise, pâmée de ravissement, en écoutant la 5e de Beethoven. Il passa et repassa devant elle comme on agite la main devant les yeux d'un présumé aveugle. Elle ne le vit même pas. Son téléphone-montre se mit à sonner à son poignet. « Oui, c'est libre, pas. T'oublieras pas mon argent de poche ? Non, fiston, t'inquiète pas, je suis occupé là. C'est juste que je voulais pas que t'oublies pas, dit le téléphone-montre. Le Roméo et Juliette de Tchaïkovski se répandit alors tel un essaim d'abeilles à travers les couloirs, couvrant la voix du jeune homme. Dans son bureau, il parcourut quelques papiers que sa sténo lui tendit tout en chantonnant à mi-voix. Puis il téléphona à l'étage au chef de la sécurité. Au bout de quelques minutes, une lumière rouge se mit à clignoter et une voix tomba du plafond. Prisonnier transféré en salle d'interrogatoire numéro 9. Il déverrouilla la porte de la salle en question, y entra et entendit la porte se refermer derrière lui. « Allez-vous-en », dit le prisonnier. Il souriait. Le psychiatre fut littéralement consterné par ce sourire-là. Un sourire radieux, éclatant, chaleureux, un sourire qui réchauffait à lui seul toute la pièce. « Je suis ici pour vous aider, » dit le psychiatre en fronçant les sourcils. Il y avait quelque chose qui clochait dans cette pièce. Il avait hésité au moment d'y entrer. Il jeta un coup d'œil autour de lui. Le prisonnier se mit à rire. « Si vous voulez savoir pourquoi c'est aussi calme ici, je viens de bousiller la radio à coups de pied. »« Un violent, » se dit le docteur. Le prisonnier fut dans sa pensée, sourit, tendit une main amicale. « Non, je fais ça qu'aux machines à blablater. »« Vous êtes bien monsieur Albert Brock, celui qui se fait appeler l'assassin ? »
L'homme acquiesça aimablement. Avant de commencer, très calmement, Brok s'avança et d'un geste prompt détacha le téléphone-montre du poignet du médecin. Il le prit entre les dents comme il l'eût fait d'une noisette, serra les mâchoires et, l'ayant entendu craquer, le redonna au psychiatre, horrifié, comme s'il venait de leur rendre à tous deux un fier service. Ah, c'est mieux comme ça. Le psychiatre considéra longuement l'appareil hors d'usage. La note va finir par être salée si vous continuez à tout casser comme ça. Je m'en fous, dit en souriant le patient. On commence ? Demanda le psychiatre. Allons-y. La première victime, une des premières en tout cas, ça a été mon téléphone. Un crime atroce, j'aime autant vous prévenir. Je l'ai balancé dans l'évacubroyeur de la cuisine. Il a fini par se coincer en travers du dispositif d'évacuation qui n'a jamais réussi à l'avaler complètement. Le pauvre, il s'est étranglé avec jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais c'est pas tout, docteur. Après ça, j'ai descendu la télévision à coups de revolver. Le psychiatre fit 6 coups dans le tube cathodique, en plein dans le mille. Ça a fait un grand bruit de verre cassé, très joli à entendre d'ailleurs, comme quand un lustre en cristal tombe du plafond. L'image est belle. Merci, j'ai toujours rêvé de devenir écrivain. Et maintenant, si vous me disiez un peu quand vous avez commencé à ressentir de la haine envers votre téléphone. C'était quand exactement, la première fois? Depuis toujours. Il me faisait déjà peur quand j'étais gosse. Un de mes oncles appelait ça la machine fantôme. Des voix qui n'avaient pas de corps. Vous vous rendez compte pour un gamin? Ça me file une de ces pétoches. Et plus tard, adulte, j'ai jamais pu vraiment m'y faire. Le téléphone, c'est tellement pratique quand on y pense. Il est là, c'est trop tentant. Finalement, vous vous sentez obligé d'appeler quelqu'un qui, lui, n'a pas du tout envie d'être appelé, si ça se trouve. Moi, mes copains ils m'appelaient sans arrêt. C'était l'enfer, j'avais plus une minute à moi. Quand c'était pas le téléphone, c'était la télé. Quand c'était pas la radio, c'était le phonographe. Et quand c'était pas la télé, la radio ou le phono, c'était les films que le cinéma du coin projette tous les soirs, sur Cumulus à basse altitude. Avec plein de pubs, évidemment. C'est plus des flocons de neige qui tombent en hiver, maintenant. C'est des flocons de céréales. Des flocons de céréales crunchy, miam miam. Quand c'était pas l'agence, comme sur un nuage, d'une compagnie de haut vol, qui me balançait sa pub, c'était les haut-parleurs installés par la compagnie Musique dans tous les restaurants qui me cassaient les oreilles à chaque repas. Et après ça, j'avais encore droit à de la musique et à de la pub dans le bus pour aller au boulot. Et quand c'était pas de la musique, c'était l'interphone du bureau qui sonnait, ou, horreur suprême, abomination absolue, mon téléphone montre attaché en permanence à mon poignet, et sur lequel mes copains et ma femme m'appelaient toutes les 5 minutes. C'est ça le confort moderne. C'est pratique. Mais pourquoi est-ce que c'est si tentant, au fond? Le citoyen de base se dit, je suis là, je fais rien, je m'ennuie, alors que je pourrais aussi bien appeler ce bon vieux Joe sur mon téléphone montre, histoire de passer le temps. Qu'est-ce qui m'en empêche après tout? Allô? Allô? Vous savez, docteur, faut pas croire, je suis pas le mauvais gars. J'aime bien mes amis, j'aime bien ma femme, j'aime bien la terre entière, mais quand dans la même minute, il y a ma femme qui m'appelle pour me demander « T'es où, là, chérie ?» et un copain qui me téléphone pour me dire « J'ai une de ces histoires cochonnes à te raconter, mon vieux, c'est l'histoire d'un mec, et qu'il a à peine raccroché qu'un type que je connais pas m'appelle pour me hurler dans l'oreille. Je suis chargé d'une campagne d'information auprès du grand public pour le compte de la société Intersondage. Qu'est-ce que vous mâchez comme chewing-gum, là, en ce moment ?» Bah, franchement. Non, vous trouvez pas? Comment vous sentiez-vous cette semaine-là? Les fusibles en surchauffe, au bord du précipice. C'est cet après-midi-là qu'il y a eu cette histoire à mon bureau. Mais encore, j'ai été chercher un gobelet d'eau au distributeur et je l'ai versé dans l'interphone. Le psychiatre prit des notes dans son bloc. Et ça a fait court-circuit? Ah, je veux. Un vrai feu d'artifice. Bon sang, si vous aviez vu les sténographes se mettre à courir dans tous les sens, une vraie fourmilière. Vous vous êtes senti mieux pendant un certain temps, alors? Et comment? Puis à midi, l'idée m'est venue d'écraser mon téléphone montre sur le trottoir.
Il y avait justement un type, ou peut-être bien une bonne femme, qui me demandait avec une voix aiguë comme tout, « Enquête numéro 9, qu'avez-vous mangé à midi ?» Et c'est là que je lui ai réglé son compte. Vous deviez vous sentir encore mieux alors. De mieux en mieux. Brock se frottait les mains. Et pourquoi je commencerais pas une révolution à moi tout seul, finalement, que je me suis dit comme ça, histoire de délivrer les hommes de tous ces trucs pratiques qui leur pourrissent l'existence. Et puis d'abord, pratique pour qui? J'ai crié. Pratique pour les copains, oui. Eh Al, je me suis dit qu'il fallait que je t'appelle pour te dire ça. Je suis dans les vestiaires du club de golf, là, à Green Hills. Je viens de faire un trou en 1 du feu de Dieu, Al. Pratique, tu parles. Pratique pour les gens de mon bureau, pour que je reste en contact avec eux en permanence quand je suis sur la route avec ma voiture radio. Tu parles d'un contact. Ils vous chopent et ils vous lâchent plus, oui. Une fois que vous êtes entre leurs griffes, c'est fini, ils vous suivent sur la FM, ils vous tiennent par la peau des fesses, où que vous alliez. Impossible de sortir un moment de la voiture sans leur dire « Je m'arrête à la station-service, il faut que j'aille aux toilettes. »« Parfait, Brock, allez-y. Brock, qu'est-ce qui vous a pris si longtemps ?»« Bah, excusez-moi, monsieur, faites attention la prochaine fois, Brock. »« Oui, monsieur. Alors, vous savez pas ce que j'ai fait, docteur ?» Je suis allé m'acheter un grand pot de glace au chocolat. Le plus gros que j'ai pu trouver, ceux d'1 litre, vous savez, et j'ai tout versé à la petite cuillère dans l'émetteur de la radio de la voiture. Aviez-vous une raison particulière de choisir de la glace au chocolat lorsque vous avez décidé d'insérer cette matière dans votre appareil de transmission? Brock réfléchit un instant, puis il répondit en souriant. « C'est mon parfum préféré. »« Ah, » fit le docteur. Je me suis dit, il n'y a pas, si c'est bon pour moi, c'est bien assez bon pour l'appareil aussi. Mais pourquoi précisément de la crème glacée? Qu'est-ce qui vous a fait penser à ça? Bah, il faisait chaud, ce jour-là. Le docteur se tut un instant. Et que s'est-il passé ensuite? Après, ça a été le silence. Bon sang que c'était beau, le silence. Ah, cette radio qui jacassait toute la journée. Brock, viens ici, Brock va là-bas, Brock au rapport, Brock mission. C'est bien, Brock. Brock, c'est l'heure du déjeuner. Brock, l'heure du déjeuner est passée. Brock, 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 Brock. Eh bien, ce silence, c'était comme si je m'étais rempli les oreilles de crème glacée. Vous avez l'air d'aimer les glaces, en tout cas. Après, j'ai roulé comme ça, juste pour profiter du silence. Le silence, c'est comme du pilou. Vous savez, c'est un genre de flanelle, le pilou. Oui, ça vous fait comme un gros bouchon de flanelle tout doux qui vous rentre dans le creux de l'oreille. Il n'y a rien de plus doux au monde, vous pouvez me croire. J'en ai profité pendant 1 heure. J'étais là, assis dans ma voiture, je souriais aux anges, en sentant tout ce pilou qui me calfeutrait l'intérieur des oreilles. C'était doux, j'étais bien, je me sentais ivre de liberté. Continuez. C'est là que j'ai eu l'idée de la machine diathermique portative. J'en ai loué une, je l'ai emportée avec moi dans le bus au retour le soir. Dans le bus, c'était plein de banlieusards qui rentraient du travail, eux aussi, fatigués. Ils étaient tous après leur téléphone-montre et ils disaient à leurs femmes « Là, on vient de passer la 43e rue. Ah, maintenant, on est dans la 44e. Là, la 49e. Ah, là, on est à l'angle de la 61e. Ça y est, on tourne. » Il y en avait un qui engueulait sa femme. « Sors de ce bar, nom de Dieu, et va nous faire à bouffer. Je suis dans la 70e rue. » Je me souviens, la radio du bus passait Conte de la forêt viennoise. C'est un genre de canari qui chante une chanson, une histoire de céréales qui sont bonnes pour la santé, un truc comme ça. Et c'est là que j'ai allumé mon appareil de diathermie. Vous auriez vu ça, les parasites que ça a fait, les interférences. Coupe claire dans la forêt viennoise. Et une purée de canaris, une! Et tout à coup, plus un son. Rien. Le silence. Terrible. Inattendu, imprévisible. L'horreur, quoi. Voilà que les usagers des transports en commun étaient mis devant le fait accompli. Il allait falloir qu'ils se parlent entre eux, dites donc. La panique totale. De vrais animaux. La police vous a interpellé ? Une équipe de maintien de l'ordre est arrivée, m'a repéré sur le champ par triangulation. Ils m'ont réprimandé, m'ont filé une amende, et en 2 temps 3 mouvements, je me suis retrouvé à la maison, sans ma machine diathermique, et avec ma femme au bord de la crise de nerfs. Pourquoi ? Simplement parce que pendant une demi-journée, elle avait perdu le contact avec moi. J'avais piétiné mon téléphone-montre, vous vous souvenez ? Eh bien, cette nuit-là, j'ai établi des plans pour assassiner ma maison.
Vous êtes sûr de vouloir que je consigne ça textuellement? C'est sémantiquement approprié, docteur. L'assassiner, la tuer. Ma maison, c'est une de ces maisons parlantes qui chantent, qui fredonnent à longueur de journée, qui vous dit le temps qu'il va faire, qui vous lit des poèmes, vous récite des romans, fait des petits bruits à tout bout de champ, vous chante des berceuses pour vous endormir lorsque vous vous mettez au lit. Une maison qui vous casse les oreilles avec de la musique d'opéra pendant que vous prenez votre douche et vous apprend l'espagnol pendant votre sommeil. Chez moi, le four vous crie « Je suis la tarte aux abricots et je suis cuite à point !» ou « Je suis un excellent rôti, aussi n'oubliez pas de m'arroser avec mon propre jus, sinon je vais me dessécher !» et autres baragouinages puérils du même style. Chez moi, les lits vous balancent pour vous endormir et vous secouent pour vous réveiller. Ma maison supporte à peine les humains, je vous assure, docteur. Je me fais engueuler par ma porte d'entrée, vous savez. Vos semelles sont pleines de boue, monsieur. Et mon aspirateur me suit partout, d'une pièce à l'autre, en reniflant comme un chien de chasse, histoire d'être là pour aspirer la moindre rognure d'ongle, le moindre petit grain de poussière que je pourrais laisser tomber. Mais qu'est-ce que je vous ai fait, mon Dieu, qu'est-ce que je vous ai fait? Allons, calmez-vous, suggéra le psychiatre. Alors le lendemain matin, de bonne heure, je suis allé m'acheter un revolver. J'ai sali mes chaussures exprès, et je me suis mis devant la porte d'entrée. Elle s'est mise à hurler « Chaussures sales, semelles pleines de boue, essuyez vos pieds s'il vous plaît, soyez propres s'il vous plaît !» Et j'ai tiré, en plein dans la serrure. J'ai couru à la cuisine, le four était justement en train de pleurnicher « Il faut me retourner !» En plein milieu d'une omelette, j'ai tué le four. Vous l'auriez entendu comme il a hurlé « Je suis foutu !» Et c'est à ce moment-là que le téléphone s'est mis à sonner. On aurait dit un gamin qui faisait un caprice. Je l'ai jeté dans les vacubroyeurs. Cela étant dit, je suis bien forcé de reconnaître que je n'ai rien à reprocher à l'évacubroyeur. C'est une victime collatérale. Je suis désolé pour lui. C'est pratique comme invention, un évacubroyeur. Le nôtre, il disait jamais rien. Il ronronnait comme un lion endormi la plupart du temps. Et il digérait nos restes. Je le ferai réparer, c'est le moins que je puisse faire. Bon, puis ensuite, je suis rentré dans le salon et j'ai tiré sur la télé. Cette bête Faramine, cette méduse qui change en statue de pierre au regard fixe des millions et des millions de spectateurs tous les soirs. Poum ! Ma femme s'est précipitée dehors en glougloutant comme un dindon sans tête. La police est arrivée. Et me voilà ici. Il se renversa tout heureux dans sa chaise et alluma une cigarette. Le psychiatre se tut, subjugué par ce sourire béat. Vous ne désirez aucune aide de l'Office des maladies mentales? Vous êtes prêt à subir les conséquences de vos actes? Ceci n'est que le commencement, dit alors Brock. Je suis à l'avant-garde d'une poignée d'hommes fatigués par le bruit, des hommes dont on abuse, qu'on mène à la baguette en les abrutissant de hurlements et de musique en permanence, toujours en contact avec la voix de quelqu'un, fais ci, fais ça, vite, vite, va ici, va là. Vous verrez, la révolte ne fait que commencer, mon nom sera inscrit dans l'histoire. Oh, le psychiatre avait l'air de réfléchir. Ça prendra du temps, bien sûr. Tout avait l'air si bien au début. L'idée en soi était formidable et même à l'usage, c'était extraordinaire, ça ressemblait à un jeu. Mais les gens s'y sont laissés prendre, ils sont allés trop loin, ils ont été pris dans l'engrenage de l'habitude, des schémas sociaux, sans pouvoir en sortir, sans même pouvoir admettre qu'ils s'y étaient fait prendre. Alors ils se sont raisonnés, ils ont dompté leurs nerfs. Les temps modernes qu'ils disent, la conjoncture qu'ils disent, faut suivre le rythme qu'ils disent aussi. Mais rappelez-vous ce que je vous dis. La graine est semée. On a parlé de moi dans le monde entier, à la télévision, à la radio, au cinéma. Plutôt rigolo, vous trouvez pas? C'était il y a 5 jours. Des millions et des millions de gens savent qui je suis maintenant. Regardez les rubriques financières. Ça peut venir n'importe quand. Peut-être aujourd'hui. Regardez bien si vous ne voyez pas une hausse tout à coup dans les ventes de glace au chocolat. Je vois, dit le psychiatre. Est-ce que je peux retourner dans ma cellule maintenant? Je vais profiter du calme et de la solitude pendant les 6 prochains mois. Mais oui, dit doucement le psychiatre. Ne vous en faites pas pour moi, dit Brock en se levant. Je vais me contenter de rester assis comme ça, bien tranquillement, à me bourrer les 2 oreilles de silence. Le pilou, vous vous souvenez?
C'est si doux, le pilou. Fit le psychiatre en se dirigeant vers la porte. Il pressa un bouton caché selon un code convenu, la porte s'ouvrit, il sortit, et la porte se referma d'elle-même à nouveau verrouillée. Il retourna à son bureau. Une sonnerie se fit entendre, une voix tomba du plafond. « Docteur, je viens juste d'en terminer avec Brock, » dit le psychiatre. « Diagnostic ? Il paraît complètement désorienté, mais sociable. Il refuse d'accepter les réalités courantes de la vie et de s'y conformer. Pronostic ? Indéterminé. » 3 téléphones sonnèrent en même temps. Un téléphone-montre de rechange fit entendre son appel de sauterelle blessée dans un tiroir du bureau. Une lumière rose s'alluma sur l'interphone qui fit entendre un léger cliquetis. Les 3 téléphones sonnaient. Le tiroir bourdonnait. Par la porte ouverte, on entendait de la musique. Le psychiatre, fredonnant calmement, mit le téléphone-montre à son poignet, parla un moment dans l'interphone, porta le récepteur d'un des téléphones fixes à son oreille, parla, prit un autre récepteur, parla, prit le 3e récepteur, parla encore. Il appuya sur le bouton du téléphone-montre, parla. Il était calme, tranquille, le visage serein, sans expression, au milieu de toute cette musique, des flashs de l'interphone, des sonneries des 2 téléphones qui s'étaient remis à sonner, et ses mains allaient de l'un à l'autre, et son téléphone-montre appelait, et l'interphone parlait, et des voix tombaient du plafond. Et il continua comme ça tout l'après-midi, dans le calme et la sérénité, dans la fraîcheur de l'air conditionné. Téléphone fixe, téléphone-montre, interphone, 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 téléphone fixe, téléphone-montre, interphone. Ray Bradbury, Nouvelle. Un coup de tonnerre, lu par Féodor Atkin. Suivi de L'Assassin, lu par Christophe Brault. Traduction de Richard Négroux, révisée par Philippe Gindre. Ces nouvelles sont extraites du recueil Les Pommes d'or du soleil, publié aux éditions de Noël. Conseillère littéraire, Caroline Oisana. Prise de son, montage, mixage, Cédric Chatelus, Valentin Azan-Zielinski. Assistante à la réalisation, Manon Dubus. Réalisation, Laure Egorov. Remerciements aux équipes de l'Espace Cardin.